Bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui sur ce podcast. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, vous allez adorer cet épisode, encore plus que tous les autres. Même si toutes les femmes que je fais intervenir ici ont une haute énergie, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui vibre fort. Rebecca, bonjour. Comment tu vas? Bonjour Sophie, enchantée d'être là avec toi. Je suis ravie, moi aussi, Rebecca. Rebecca, on va commencer comme tous les podcasts. Qui es-tu, Rebecca? Alors, qui je suis? Une femme qui s'est longtemps oubliée, qui a, Mm. qui est arrivée dans un contexte où elle a dû fonctionner comme un homme. Et aujourd'hui, c'est mon engagement d'aider les femmes à reprendre possession pleinement de leur énergie féminine et de ne pas laisser leur énergie masculine prendre toute la place dans leur quotidien. Mhm. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on nous demande de d'atténuer, en fait, notre énergie féminine. C'est vraiment le mot. J'ai souvent l'impression de devoir m'atténuer, d'atténuer qui je suis pour correspondre justement à ce qu'on nous demande d'être. Et j'ai l'impression que lorsque tu atténues qui tu es, on peut t'en faire le reproche, mais par contre, on peut aussi te faire le reproche de venir vibrer et de venir laisser tout ça rayonner. Et c'est là qui est le paradoxe actuel pour la femme. J'irais même jusqu'à dire effacer Mmh. Oui. la vibration féminine que nous portons parce que ça fait peur aujourd'hui, d'être une femme qui connecte pleinement à toutes les facettes du féminin. Ça fait peur aux hommes, ça fait peur à la société, ça fait peur aux femmes qui Mmh. se sont, fait beaucoup de mal, au fil des de toutes les histoires de femmes qui ont pu se tisser et du coup et ben, comme on n'a pas envie d'être rejetées et bien, on finit par ne plus être nous-mêmes. Mmh mh. J'imagine, Rebecca, qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous raconter ton parcours? Alors c'est long. Je vais essayer de donner les grandes étapes. Ça commence déjà dès l'enfance parce que je j'ai une histoire qui commence en Espagne, dans un autre pays, avec une femme qui vit avec un homme violent, mon père biologique et du coup, ça a commencé par la fuite de mon pays, la fuite de mes origines, et je suis arrivée dans un contexte où la violence était très présente et donc je suis arrivée au monde avec cette idée qu'il fallait être forte. Et pour Mmh. être forte, eh bien, il faut se battre. Il faut se battre contre la vie, il faut se battre pour avoir une place et la douceur et la vulnérabilité qui font partie du féminin ne faisaient pas du tout partie de mon vocabulaire. Après, j'ai rencontré la maladie, très jeune, avec un passage entre la vie et la mort, à l'âge de 5 ans. Et du coup, bah, on se pose des questions sur la vie quand ça commence, quand on est la seule dans ce parcours-là dans la famille. Et assez jeune, moi, je me suis sentie, venir, d'ailleurs. Je me sentais pas à ma place, ni dans ma famille, ni dans les espaces que je pouvais côtoyer. Donc j'ai commencé très vite à m'intéresser à, la philosophie, à tous ces questionnements, à la religion aussi. Ça a commencé comme ça, par la religion, Mmh. jusqu'à venir à la spiritualité, à la quête de sens, en fait, de, mais qui je suis et qu'est-ce que je fais là? J'ai d'abord été enseignante. Je me suis toujours beaucoup intéressée à l'humain, d'abord animatrice, enseignante et puis mon corps m'a rappelée à l'ordre il y a 8 ans, 7 ans, je sais plus, où j'ai eu vraiment un brutal arrêt où j'avais perdu le sens, alors que c'est un métier qui est passionnant, que j'ai toujours fait avec passion et je me suis regardée en classe à regarder la pendule, et là je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va plus». Mmh. Mon corps était extrêmement fatigué, les médecins ne trouvaient rien sur un plan physiologique et donc j'ai commencé à m'intéresser, ben, à l'âme, à ce qu'elle avait à me dire à ce moment-là et du coup à faire, toute cette exploration des mondes invisibles, du corps, de ce que le corps peut nous raconter et à venir aussi me rendre compte que j'étais une femme, Mmh. et qu'il était temps de prendre soin de moi en tant que femme et au final d'accompagner les femmes aussi à prendre soin d'elles. Quand tu dis, heu: «Je me suis rendu compte que j'étais une femme», c'est une phrase très puissante
Et ça a été quoi le premier élément qui a fait que tu t'es rendu compte que tu étais une femme? Mmh. Je dirais que l'élément déclencheur, parce qu'il y en a eu plusieurs petits avant, Mmh mh. l'élément déclencheur, ça a été la maternité. Mmh. J'ai longtemps rejeté la maternité. Moi, je voulais être indépendante, pas en couple, évidemment pas avec des enfants et tout le monde pourtant me trouvait extrêmement maternante. J'étais une maîtresse d'école, et la maternité, ça a beaucoup, beaucoup chamboulé mon rapport à mon féminin, à l'amour aussi qu'on peut porter à l'autre, qui est un amour très différent de celui qu'on va porter à un être humain qu'on peut aimer très fort. Mais l'amour maternel, c'est quelque chose vraiment que je ne connaissais pas, surtout que ma relation avec ma mère était difficile. Mmh. Et puis à partir de ce moment-là, ben, les choses ont bougé parce que je n'ai pas eu de mode de garde, parce que j'ai donc Mmh. ralenti mon temps de travail, puis qu'à ce moment-là, eh bien, j'ai commencé à avoir 2 activités qui se sont, juxtaposer celle de voilà, de thérapeute et celle, d'enseignante et ça a été le début du changement de vie. Qu'est-ce que tu as intégré, heu, comme pratique, de manière à justement aller pas à pas vers ce changement de vie? Parce que j'imagine que ça c'est pas arrivé comme un bus là: «Coucou, je suis le changement de vie, j'arrive avec tous mes bagages». Qu'est-ce qui a été le premier pas vers ce voyage? Mmh. Alors moi, ça a pas été du pas à pas, ça a été plutôt foudroyant et aujourd'hui justement j'accompagne à faire du pas à pas parce que c'est violent. Quand ton âme te rappelle au service, ça peut être violent. C'est-à-dire que moi, ça s'est apparenté à un début de burn-out en fait où, mon corps a dit stop. Et à ce moment-là, comme la vie est quand même toujours très bien faite, j'ai rencontré une magnétiseuse qui était médium, qui a commencé à me faire entendre, ce que je ne voulais pas entendre, que je Mmh. n'étais pas tout à fait à ma place et j'ai commencé donc à la voir régulièrement, à faire des soins énergétiques, à faire des guidances, puis après sont arrivées, aussi des initiations chamaniques, des constellations. Ça a été plutôt, un mode accéléré en 6 mois. Et puis au cours de cette initiation, ça a été rapide aussi. 2 mois après, alors ça je m'en souviens, très, très fort parce que c'était, vraiment la première rencontre avec l'invisible. J'étais en vacances chez mes parents en Espagne. Mon fils était assez jeune, je crois qu'il avait 1 an et demi. Mes parents faisaient la sieste, mon fils faisait la sieste et j'entends à l'intérieur de moi une voix qui me dit: «Prends une feuille et écris». Alors, Mmh. bah, ça peut paraître, un peu étonnant, mais voilà, c'était pas ma voix, mais c'était une voix à l'intérieur de moi. Donc j'ai pris une feuille, j'ai écrit en espagnol. Je suis bilingue, mais je n'ai pas étudié en Espagne, je n'écris pas en espagnol, je ne c'est pas ma langue, c'est la langue de ma terre, de mes racines, mais c'est pas ma langue maternelle. Moi, je pense en français, j'écris en français et puis, bah, j'ai beaucoup de larmes qui sont montées, j'ai pleuré, pleuré et à la fin de cette lettre, il y avait une signature. J'ai compris qui c'était. C'était ma grand-mère maternelle que je ne connaissais pas. Ma mère, elle a perdu lorsqu'elle avait 20 ans, donc c'est une présence féminine qui était, absente finalement de la lignée et je vais voir ma mère avec cette lettre. Elle s'effondre, elle me dit: «Mais d'où ça vient?» Ben, d'où ça vient, je ne sais Mmh. pas. Mmh. Elle me dit: «C'est pas possible, elle a signé avec un petit nom que tu ne connais pas» et à ce moment-là, donc aujourd'hui, c'est une de mes guides principales. À ce moment-là, j'ai été confrontée avec moi, j'ai fait des études scientifiques, j'ai d'abord fait de la biologie. Hem, Oui. j'ai plutôt besoin de comprendre les choses et j'ai une approche cartésienne des choses, même si ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais c'est ce qui fait aujourd'hui aussi que j'ai un ancrage très fort et que je peux facilement partir parce que je sais que, je peux revenir dans la matière et que je peux comprendre ça. Mais à ce moment-là, j'étais déboussolée. Je me suis mise à recevoir des messages tous les jours. Puis après, elle a commencé à venir aussi dans l'énergie, à m'entourer, à m'enseigner des choses. Mais j'étais obligée d'y croire parce que moi, je la connaissais pas cette histoire. Et quand, un défunt te donne un petit nom que tu ne connais pas, puis alors ma mère me dit: «Mais peut-être qu'on te l'a dit quand tu étais petite», puis au final, ben, on s'est rendu compte que non, je connaissais pas ce prénom. Du coup, voilà, ça a été, plutôt foudroyant pour moi et ça a pas été des petits pas et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à le faire avec des petits pas parce que c'est pas facile quand c'est foudroyant, Oui. et quand tu es,
D'un coup, ça paraît évident parce que ce que je commençais à avoir comme capacité, c'était comme si c'était, facile. Mais en même temps, ça faisait plus de 30 ans que je fonctionnais, en évitant et en n'écoutant pas du tout cette partie de moi. Mmh, Donc, mmh mh. non, il y a pas eu de petits pas. Ouais. Ça a été plutôt des coups de massue. Il y en a eu beaucoup d'autres parce qu'évidemment j'ai refusé. J'ai dit: «Non, non, non, moi je vais continuer à être instite et puis, bah, peut-être le soir je ferai quelques guidances, quelques soins énergétiques» jusqu'à ce qu'à un moment, ben, ça soit plus possible parce que, j'avais plus l'élan physique, d'être en classe, en fait. Mmh. Je te comprends tellement. Comment, comment on accueille ça? Comment on accepte ça? Parce que le gérer, on le gère pas, on est bien d'accord. Mais enfin moi, la gestion pour moi, c'est un mot trop pragmatique par rapport à ton récit, par rapport à ce qui t'arrive. Comment est-ce qu'on l'intègre? Comment est-ce qu'on l'accepte? Comment est-ce que on se demande pas si on n'a pas pété une casquette à un moment donné? Comment on se dit: «Attends, là, j'ai plus l'électricité à tous les étages, va falloir que je redescende d'un cran». On est d'accord qu'on est dans une société très pragmatique et qu'il y a pas si longtemps que ça, les femmes comme toi, elles se retrouvaient sur un bûcher. Donc Ah, comment tu ouais. résumes bien le chemin. Moi, j'ai été suivie en analyse parce que ça a toujours été un besoin pour moi de me comprendre et de m'intérioriser. Donc très jeune, j'ai commencé et je me souviens très bien être allée chez mon psy et lui dire: «Je crois que je suis folle». Mmh. Je crois que je suis folle parce qu'il se passe des choses que je ne comprends pas, parce que j'ai l'impression que ma tête a perdu un boulon. Donc évidemment, ça a été la première réflexion que je me suis faite quand tu commences à être réveillée la nuit, à sentir des présences quand et puis moi, chez moi, ça faisait pas du tout partie de l'ambiance dans laquelle on était. Mmh. Jamais on a parlé chez moi de spiritualité, d'ésotérisme, heu on parlait pas non plus de vie après la mort, de défunts qui pouvaient cohabiter dans nos espaces. Enfin, du coup, c'était vraiment très nouveau pour moi. Je côtoyais pas du tout ça. Et là, il m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'a dit: «Si c'était le cas, vous seriez pas là, vous poser la question». Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai lu énormément. J'ai découvert aussi des chaînes vidéo qui est quand même aujourd'hui on a beaucoup de ressources, Mmh. sur internet. C'était pas le cas il y a 7-8 ans, c'était encore petit. Rentrer dans une, librairie ésotérique, dans une boutique ésotérique, on rentrait quand même un peu en regardant, qui était derrière nous. Aujourd'hui, on en a dans les grandes, enfin, on en a à la Fnac, chez Cultura, on a des rayons Mmh. bien-être, féminin, chamanisme. Voilà, ça s'est ouvert, on a des oracles à gogo et des livres, mais c'était pas du tout, j'avais presque un peu honte. J'avais pas d'amis autour de moi qui pouvaient entendre ce que je vivais. J'avais un conjoint qui était à l'écoute parce qu'il voyait bien que c'était mon quotidien, mais qui était pas non plus, du tout, dans ces espaces-là. Donc comment est-ce qu'on l'intègre? Ben, j'ai d'abord tout rejeté. Mmh. J'ai fait comme si ça n'existait pas. J'ai continué à vivre ma vie. Ça a duré comme ça, moi, ça a commencé en avril. Je me souviens pas des années, mais je me souviens bien des mois. En avril, j'ai eu ce premier rendez-vous avec cette, médium, qui me dit: «Mais, vous n'êtes pas à votre place». Et là, je m'effondre. Mmh. Et en novembre, je participais à mon premier stage de médiumnité et pendant tout ce temps-là, ça a été une grande déconnexion de: «Mais qui je suis? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie?» Et il faut absolument que je trouve des personnes avec qui je peux parler, avec qui je peux Mmh. échanger de tout ce qui m'arrive. Et puis, je crois qu'à peine de 3 mois après, j'ouvrais mon entreprise. Enfin, ça a été, extrêmement, rapide parce que tous les jours, je recevais des guidances, des canalisations écrites, parce que 6 mois après, j'avais déjà mon magnétisme qui était là et je sentais des choses. Donc moi, mon chemin, il a été plutôt violent, mais un petit peu à l'image de mon arrivée sur terre, hein. Oui. Donc pas non plus enfin, c'est plutôt cohérent, c'est-à-dire que je l'ai reçu comme, je me suis moi-même accueillie dans cette incarnation, et moi mon chemin était d'apprendre la douceur et l'accueil et ça s'est fait évidemment par la force au départ. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et c'est ce que je transmets, mais ça a pas été du tout,
La façon dont c'est pas arrivé, petit à petit, j'ai pas dormi pendant 6 mois, parce que j'avais des défunts qui frappaient à la porte tous les jours et que moi, ce que je voulais, c'était dormir. Sauf Ouais, qu'un jour, alors ça va faire peur aux personnes qui écoutent, mais oui, je me suis pris une porte sur la tête. ouais. Ce jour-là, j'ai dit: «OK, là, il va falloir arrêter, il va falloir que tu affrontes vraiment tes peurs et que tu traverses tes peurs». Et traverser mes peurs, c'était d'accepter que peut-être je percevais des choses que les autres ne percevaient pas. Peut-être je ressentais des choses, mais elles étaient réelles. Dans mon quotidien, ça s'était manifesté vraiment par des choses physiques. C'était plus seulement dans ma tête. Quand, une porte qui n'est pas censée bouger, tombe sur ta tête, que des ampoules s'éteignent tous les jours dans ta maison, Mmh. alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, ça peut passer aussi par des musiques qui se mettent en route sur ton téléphone alors que tu n'as pas allumé ton téléphone. Toutes les manifestations qu'on peut entendre, bah, je les ai vécues jusqu'à me dire: «OK, maintenant, je vais arrêter de faire comme si ça n'existait pas et je vais apprendre à travailler avec les défunts, apprendre à travailler avec l'invisible». Et là, j'ai commencé un chemin initiatique avec le chamanisme. Quand je t'entends parler, il y a une question qui me vient, toi qui arrives d'un monde très pragmatique. Moi, j'ai jamais aucun jugement sur les choses et le verbe de ma vie, c'est comprendre. Donc j'essaye toujours de comprendre même l'incompréhensible et heu et je finis toujours par trouver quelque chose de rationnel dans ce qui se passe. Est-ce que tu as pas eu peur quand, tu t'es retrouvé avec ça, comme un espèce de l'eau du bain quoi. Voilà, merci. Est-ce que tu as pas eu peur de rencontrer des mauvaises personnes qui allaient te vampiriser? C'est pas arrivé tout de suite, mais assez rapidement parce que c'est ce qu'on véhicule. Parce que si tu tapes aujourd'hui, passage d'âme, si tu tapes, médiumnité, si tu tapes les premières choses sur lesquelles tu vas tomber, les premiers articles, ce sont des gens qui ont eu peur et qui vont partager leur histoire, avec ces mondes, nouveaux qui peuvent être effrayants au départ. Et oui, ça fait partie, moi aujourd'hui, je dis aux femmes qui ont peur que il y a pas d'ombre, enfin il y a pas de lumière s'il y a pas d'ombre. Mmh. Pour que la lune, elle existe, il faut un moment que la nuit arrive et pour que le soleil arrive le lendemain matin, il va falloir que la nuit aille jusqu'au bout de la nuit. Et il y a un moment où oui, tu acceptes que, dans ces espaces où les énergies, heu, sont là, présentes autour de toi, eh bien, il y a des énergies qui te veulent du bien et il y a des énergies qui aiment ton énergie et qui n'en ont pas assez. Mmh. J'ai appris aussi que c'est pas qu'elles nous veulent du mal, c'est plutôt que ces énergies, elles sont en manque d'énergie elles-mêmes et donc pour ça, elles vont prendre celles de personnes qui en ont suffisamment à débordement, un peu là comme la la piscine à débordement. Mmh. Et donc elles vont venir, pomper un petit peu ton énergie. Donc évidemment que ça m'a fait peur quand j'ai pas dormi pendant 6 mois et que je demandais à mon conjoint, de m'accompagner aux toilettes la nuit, que j'ai dormi avec une veilleuse. Bah oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur Mmh. parce que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, je n'avais pas la maîtrise de ces espaces, je n'avais pas la connaissance de ces espaces et c'est là que commence toute l'initiation de comment on fait quand on ne connaît rien, comment on fait quand, bah, on nous a jamais appris, enfant, à ressentir dans notre corps, à être traversé par des émotions et à accepter que le vivant, il est tout autour de nous, même dans ce qu'on ne voit pas. Donc ça a été tout un chemin de reconnexion à ce qui était là, parce que au final, je me suis rendu compte que c'était déjà là enfant. C'est juste que j'avais oublié que c'était là et que les informations, elles sont revenues petit à petit, mais comment je me reconnecte à ce qui était déjà là et que j'apprends à ne plus en avoir peur et à en parler, enfin aujourd'hui on en parle à table, c'est un sujet, enfin voilà, ça fait partie de moi, c'est mon quotidien et je ne mets pas une casquette quand je suis avec mes clientes et puis une autre quand je suis avec mes amis ou ma famille. C'est mon identité et elle est là dans tous les espaces de ma vie. Mais oui, je crois que la peur, elle est inévitable quand on ne connaît pas, en fait. Mmh. Complètement, complètement. Toute la zone d'inconnu est toujours, heu
source de production de cortisol. Dieu sait que notre cerveau fait tout pour l'éviter, ce cortisol. Et hem, alors moi, il y a une question que je me pose, c'est comment on est passé d'une société ancienne, ultra connectée, à toutes ces valeurs, d'énergie, de vibration, de je sais pas comment on peut appeler ça, de pratiques ancestrales, qui étaient souvent, dirigées par la puissance d'une femme. Et la puissance d'une femme, c'est pas un gros mot. Parce que la puissance d'une femme, c'est pas, l'écrasement de l'autre, c'est quelque chose qui va rayonner et toucher tout le monde. Enfin, moi, c'est ma vision de la puissance féminine. Comment est-ce qu'on passe d'une société où la femme est puissante et œuvre pour la paix, la sérénité et œuvre dans le bon sens, à ce qui est là aujourd'hui et qui est en train pour moi de mourir? Alors déjà, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. La puissance, parce que, c'est aussi un mot pour moi qui est extrêmement important. J'ai eu peur de ma puissance et j'accompagne des femmes qui ont peur de leur propre puissance parce qu'on a fait un amalgame entre la puissance et la force. La force, c'est je prends ma maillotche, je prends ma masse et je casse un mur. Ça, Mmh. c'est la force. Je vais y mettre de la force, je vais y mettre de l'énergie, je vais casser. La puissance, c'est je souffle sur ce mur et je sais qu'il va tomber. Mmh. Parce que à l'intérieur de moi, j'ai tellement connecté à toutes mes facettes sans les rejeter, que j'ai cet alignement à l'intérieur et je sais que je vais souffler dessus et qu'il va tomber. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les femmes étaient puissantes. On avait des sociétés dans lesquelles les sociétés étaient, elles étaient pas dirigées, mais elles étaient guidées. Il y avait Mmh. beaucoup de femmes initiatrices, on a eu des prêtresses, on a eu des sorcières qu'on allait voir pour être guéries. On avait des femmes qui avaient accès à des dons, à des capacités, qui étaient là pour, guérir, accompagner, soigner et à un moment, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un patriarcat qui s'est Mmh. installé là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de quelqu'un? Eh bien, on l'écrase, on le tue. On a eu des chasses aux sorcières, on a eu aujourd'hui, en France, on parle plus de chamanisme, mais le druidisme, c'est une Mmh. forme de chamanisme. On a caché les tambours, on a fait partir toutes ces personnes qui étaient connectées à ces mondes subtils, à ces mondes invisibles, on les a traquées Mmh. jusqu'à ce que seule la pensée analytique logique soit celle qu'on honore. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est arrivé à un point de déséquilibre. On a une perte de sens qui est telle qu'on part en quête de soi, qu'on va voyager au bout du monde, qu'on va chercher des initiations au bout du monde, qu'on est en quête de quelqu'un qui va nous guider sur ce chemin. Mais ces personnes-là, elles étaient là au sein des tribus, au sein des villages. On avait cette vieille femme sage, on avait ce vieil homme sage. Il y avait aussi des hommes, mais c'était quand même des places qui étaient données aux femmes. Les grands-mères, d'ailleurs aujourd'hui, je vais beaucoup m'éparpiller, mais il y a aussi quelque chose, moi, qui me dérange, c'est que lorsqu'on s'intéresse au cycle féminin, il y a la phase de la femme sage, qui est Mmh. ce moment où la ménopause est terminée, on a trouvé une forme de régulation, c'est le moment un petit peu de la grand-mère. Cette femme sage, c'était elle qui dispensait les enseignements, c'était elle qu'on allait voir quand on avait besoin d'être conseillé, d'être guidé. Aujourd'hui, la femme sage, elle n'existe plus dans notre société. Ah oui, On ne parle clairement, pas de ménopause, voilà, la femme ménopausée, c'est un gros mot par contre. La société, voilà, on en a fait même, c'est enfin, je veux dire, dans le cinéma, on les voit pas ces femmes-là. ouais. Alors, il y a l'entre-deux, c'est-à-dire qu'après, quand elles sont bien âgées, on les voit, mais Mmh. dans ce moment où elles passent de cette femme un petit peu sauvage qui est l'enchanteresse à la femme sage, il y a plus rien. Mmh. Il y a vraiment un passage où, on a perdu toute la sagesse du féminin et on l'a perdu parce qu'on l'a tué, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce qui a créé un énorme vide dans notre société actuelle où du coup, les femmes, elles ont fait comme elles ont pu, hein, parce que là, je juge pas du tout, mais pour essayer d'exister, elles se sont comportées comme des hommes. Donc Mmh. elles ont intégré tous les codes du masculin dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans la société. Sauf qu'à un moment, on ne s'est pas incarné en tant que femme pour venir prendre l'énergie du masculin à 80, puis laisser 5 au féminin, puis le reste un peu, avec ce qu'on peut. Mais les femmes, elles sont en train de se rendre compte que,
elles ont aussi un rôle à jouer dans la société et c'est d'ailleurs pour ça que ça déborde ces dernières années de féminin sacré, d'initiation, de rituels, de Mmh. sororité parce qu'on en a tellement manqué que d'un coup, il faut qu'on passe par, un moment plus qui Ah déborde oui. de partout, puis ça va à un moment se réguler pour que les femmes et les hommes, hein, d'ailleurs, parce que les hommes, je suis pas en train de les critiquer ici, ils savent plus non plus qui ils sont. Mmh. Les hommes sont aussi en quête de repères et de réintégrer leur place de masculin. Mais du coup, on a tué cette, cette énergie qui était présente, qui faisait partie du quotidien et aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut remettre ça dans notre vie, en fait. Mmh. Complètement, complètement. La f Tu dirais que la personne qui vient te voir, la femme qui vient te voir, elle elle vient te voir parce qu'elle a eu, bon, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas le mot. Elle a eu une illumination? Qu'est-ce qui s'est Comment est-ce qu'elle arrive dans ton champ de vision ou dans ton monde simplement? Alors il y a plusieurs profils de femmes. C'est d'ailleurs ce qui était compliqué pour moi quand je voulais me positionner parce qu'il y a différents profils de personnes qui arrivent. Il y a celles qui découvrent ce que c'est que ces mondes invisibles et qui sait pas comment faire, Mmh. qui est perdue par il y en a une fois qui m'avait dit, ça m'a fait sourire, elle me dit: «Moi je sais pas comment on fait un coming out spirituel». Bah oui, Mmh. parce que dans ma vibration, même si je le raconte pas, je porte ça dans mon expérience et dans mon champ vibratoire et la personne en face de moi, ben, elle sent cette énergie et donc ça vient la connecter à elle, elle l'a traversée, donc elle va peut-être pouvoir m'aider à Mmh traverser mh. ça. Il y a aussi les femmes qui sont abîmées. Abîmées parce que, un masculin dominant, alors ça peut être un père autoritaire, ça peut être un mari, ça peut être aussi des choses qui ne sont pas nommées dans cette incarnation, mais qu'elle porte. Des abus, et quand je dis abus, c'est abus sous toutes ses formes, abus d'autorité et elle sent qu'elle a besoin de faire la paix avec son féminin. Elle sent qu'elle en a assez d'être une battante, Mmh. elle en a assez d'être toujours en combat et du coup, elle a envie de reconnecter son féminin, elle a envie de retrouver des espaces de sororité, elle a envie de reprendre sa place au sein des femmes, au sein de la société et puis après, je dirais un peu plus loin sur le chemin, il y a celles qui vraiment sentent que, elles ont envie d'aller éveiller, leurs capacités, médiumniques, énergétiques, spirituelles et du coup, elles sont emprisonnées dans des schémas. Elles ont des entraves, elles ont des chaînes et elles savent pas comment s'en défaire et du coup, arrive là tout le processus de d'émancipation, de j'ai fonctionné parce que souvent, c'est des femmes qui ont eu une vie dans laquelle elles se sont épanouies et à un moment, il y a une perte de sens, il y a un burn-out, il y a beaucoup de burn-out, Mmh. de plus en plus chez les femmes et de plus en plus chez les femmes qui se sont déconnectées, en fait, d'elles-mêmes et il y a un moment où, bah, elles ont la vie rêvée sur le papier, mais en vrai, il y a quelque chose qui n'est pas là et Mmh. ce qui n'est pas là et bien, c'est cette partie de lumière, de sagesse ancestrale, d'âme, après on l'appelle comme on veut, mais cette partie à l'intérieur qui ne parle pas de matière et qui est connectée à autre chose et elles viennent réapprendre. Elles viennent déjà enlever toutes les couches parce que Mmh. souvent il y a beaucoup de couches et Oui. ça prend du temps d'enlever toutes ces couches de protection en fait, hein, parce que c'est des protections qu'on s'est mises pour ne plus revivre la même chose. Moi, je leur dis souvent: «Si dans une de tes vies, tu as été guérisseuse et que tu as été amenée sur un bûcher, c'est évident qu'aujourd'hui, tu t'es mis en protection et que quand tu vas commencer à t'intéresser aux plantes, eh bien, ton petit saboteur intérieur qui est en fait un protecteur va te dire: «Eh non» et puis il Mmh. va te mettre des doutes et puis tu vas dire: «Ah mais non, la formation est complète, alors c'est que c'est pas pour moi. Oh mais j'arrive pas à comprendre la théorie». Bah oui, mais parce que toi tu le sais, tu as pas besoin de comprendre la théorie et viennent se poser à ce moment-là toutes les questions de: «Non mais en fait j'ai écouté mon intuition, mais finalement je n'y suis pas, c'est que ça doit pas être le bon chemin». Alors qu'en Mmh. fait, ce sont des garde-fous qui sont là pour les remettre sur leur chemin en leur disant: «Mais si, c'est ta place, mais tu dois la incorporer cette place». Est-ce que c'est ce qui fait qu'une personne va mettre des années et des années, des années, des décennies pour trouver sa voie? Alors, en plus, il y a quelque chose pour moi, trouver sa voie, c'est extrêmement limitant, c'est comme sa mission de vie. Oui. Hem,
Je crois qu'on a plusieurs voies et qu'on a plusieurs façons de les expérimenter, mais je crois qu'il y a un moment où on sent qu'on est à sa place et cette place, elle peut changer dans notre vie. Moi, j'étais à ma place quand j'étais, professeure des écoles, sauf Mmh. qu'à un moment, je l'étais plus et on a extrêmement peur du changement. On est quand même une société, hem, qui sort d'un après-guerre, hein, c'est pas si vieux que ça, Ouais. dans laquelle quand on a une sécurité matérielle, financière, affective et familiale, on a à peu près atteint le nirvana de la vie Mmh. et donc c'est pas établi, que quand tout ça, c'est pas suffisant, on peut aller chercher autre chose. Dans notre société en France, on n'a pas une spiritualité qui fait partie du quotidien comme ça peut l'être, dans d'autres pays ou dans d'autres nations où on est déjà avec cette quête du sens de la vie, Mmh. heu je pense à l'Inde, je pense enfin à des pays où vraiment ça fait partie de notre mode de vie, de notre éducation. Nous, on est plutôt une société qui a cherché à se mettre en sécurité. Il y a des raisons, hein, pour que ce soit le cas. Mmh. Du coup, se mettre en sécurité, c'est pas forcément être heureux et dans cette voie d'épanouissement parce que par contre, je pense que la voie d'épanouissement, elle existe, mais souvent on l'associe à une voie professionnelle. Une mission Mmh. de vie, c'est pas un métier. Non. Moi, je préfère parler de la mission d'âme et des fois, quand je dis aux personnes que la mission d'âme, ben, moi, par exemple, c'est de trouver la douceur, il y a presque un côté un peu décevant. «Ah, c'est ça ta mission d'âme?» Bah ouais, mais notre âme, en fait, elle vient pas, créer des choses, elle vient pas alors tant mieux si ça sert après le collectif et c'est notre but de contribuer, mais à la base, ça peut être d'apprendre peut-être à être en relation avec l'autre Mmh. ou peut-être que c'est d'apprendre à s'aimer. Alors il y a un côté un petit peu, c'est presque, presque un peu, bof, c'est que ça. Ouais. Heu, mais revenir sur le plan de l'âme, c'est aussi accepter qu'on est un parmi d'autres Mmh. et le but, c'est pas de prendre la première place et de se mettre en lumière, c'est ensemble de trouver comment est-ce qu'on pourrait, créer de l'harmonie et se lever chaque matin en se disant: «Waouh, je suis bien là, dans ce que je vis, dans ce que je fais, dans les personnes que je côtoie» et c'est ça être sur sa voie finalement. Oui, complètement, complètement. Ça c'est on est bien d'accord et quand, justement on est sur le point d'être sur sa voie et de prendre toute sa place, il y a forcément des dommages collatéraux et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu expliques, que tu préviens, que comment est-ce que dans tes accompagnements, tu vas le entre guillemets, «le prendre en charge»? Mmh. Alors oui, c'est bien que tu parles des dommages collatéraux. Pour moi, c'est une des premières choses que j'aborde. Je demande à la personne, si elle est prête. Si elle est prête à ce que demain ne soit plus comme aujourd'hui. Et Mmh. dans demain n'est plus comme aujourd'hui, ça peut être: je change de travail, je change d'amis, je change de conjoint, je change de lieu de vie. Peut-être que ça va rien changer, mais en fait, si ça change rien, c'est que tu es déjà au bon endroit. Mmh. En général, je dis aux personnes il y a des personnes des fois qui viennent et qui me disent: «Bah non, en fait, ça va». Bah, alors je leur dis: «Bah, finalement on a fini, alors je vous laisse partir» Mmh et puis là la personne me dit: «Non, mais en fait» alors on va voir ce qui ne va pas. mh. Il y a un moment, la première chose, c'est de reconnaître vraiment et de le nommer, là où on n'est pas satisfait, là où on n'est pas heureux, là où on n'est pas épanoui dans sa vie et ensuite d'accepter qu'effectivement, si je change cet état et bien, autour de moi, ça va forcément avoir des répercussions. Mmh. C'est inévitable de commencer une transformation intérieure et de croire que rien ne va changer. Sinon, on reste au point de départ, en fait. Donc Oui. effectivement, il y a tout ce processus où il faut accepter qu'on ne sait pas quoi et on ne sait pas quand ni comment, mais que forcément, si moi je bouge et je change de forme, eh bien, autour de moi, soit les gens vont bouger avec moi et vont aussi se transformer, soit il y a des gens qui vont sortir de mon champ. Et donc ça peut prendre évidemment, plein de formes, mais je crois que dans ce chemin d'éveil, ça n'est pas possible que ça ne change pas puisque nous-mêmes, on est en train de changer. Mmh. Ce serait d'ailleurs nier la propre transformation, en fait.
Moi, je leur explique des fois quand on est en constellation, parce que les gens me disent: «Mais comment ça va bouger pour les autres?» Alors je leur explique que, bah, ils ont changé les meubles de place dans le salon, il y avait un canapé qui était sur un bord, puis ils vont le mettre en plein milieu du salon. Alors, bah, soit les gens vont prendre le même chemin que toi et donc vont contourner le canapé pour sortir de la pièce, soit les gens vont prendre le même chemin qu'avant, puis ils vont taper à chaque fois sur le canapé. Donc ils vont hop, jusqu'au moment où ils en auront marre de taper sur ce canapé, ils vont bouger de chemin. Soit les gens vont prendre un autre chemin qui n'est pas le même que toi pour contourner à nouveau ce canapé, mais ça n'est pas possible. Et je dis les gens, mais ce seraient tes collègues, ce serait Mmh. ton conjoint, ce serait la famille que tu côtoies. À un moment, quand tu changes un élément dans la pièce dans laquelle plusieurs individus sont concernés, chacun va devoir prendre sa responsabilité et emprunter un autre chemin ou continuer à aller dans le mur, en fait, parce qu'on a aussi le droit de faire ça. Et on peut pas Oui. non plus, dire à l'autre: «Oui, mais viens». Ben Non. non, parce que chacun est autonome aussi dans son chemin. Mais c'est ce qui fait peur aux gens. Là, il y avait quelqu'un, que j'ai accompagné sur 9 mois et on s'est retrouvés une semaine ensemble et puis qui me disait: «En fait, je crois que j'ai peur qu'on me reconnaisse plus». Mmh. Mais oui, il y a aussi cette peur d'être rejeté, en fait, de son clan. J'étais dans un clan qui m'a choisi, qui peut être ma famille, qui peut être mon couple, qui peut être mes amis et puis d'un coup, bah, moi, je pense peut-être plus tout à fait pareil ou j'ai plus les mêmes sujets de discussion. C'est d'accepter qu'on peut perdre. On peut Mmh. perdre, une forme d'amour. Alors, on va en retrouver d'autres, mais il y a un moment où effectivement, on va passer dans un passage qui est le plus difficile, le vide et dans ce passage-là, bah, va se créer la nouveauté, mais il va falloir le traverser ce vide. Parce que Mmh. je peux pas me défaire de tout et puis croire que dans l'instant vont arriver les nouveaux costumes. Il y a un moment, je me mets à nu. Et pendant ce passage où je me mets à nu, bah, je regarde les anciens costumes et je me dis: «Ah, je vais peut-être les remettre». Sauf qu'en fait, on sait très bien que ça marche pas. Parce qu'on les remet, puis on est à l'étroit dedans et puis on les trouve, serrés et puis on se dit que finalement on n'est pas bien dedans. Alors on se remet encore à nu, donc on refait le processus plusieurs fois. Mais parfois, c'est aussi ça le chemin, c'est de se dire, «J'étais pas prête, j'avais trop peur et je suis revenue dans mon ancienne vie et j'ai le droit aussi de faire ça». Mais bien évidemment et puis, j'ai envie de dire, les gens qui sont autour de toi, qui te connaissent depuis longtemps, qui voient ta transformation et qui la comprennent pas au début, il y en a plein qui vont, bah, prendre un autre chemin et c'est OK. C'est p te ton rôle, c'est pas de leur dire: «Mais si, j'ai raison, viens voir, tu vas voir, ça va être super», surtout pas. Je pense que c'est la manière la pire de fonctionner parce qu'il y a 1000 000 de versions de vérité. Chacun a la sienne. Il y a autant de vérités que d'êtres humains sur terre et ça c'est bien c'est bien de le comprendre et de l'intégrer une bonne fois pour toutes et il y a aussi ces femmes qui ont peur de perdre peut-être leur conjoint en décidant de franchir le cap et j'ai envie de dire si ton conjoint, il te connaît, il t'aime tel que tu es, il t'aimera aussi et peut-être encore plus si tu vas vraiment vers qui tu es, en fait et si c'est pas le cas, ben c'est que, faut laisser aller. Mais il y a un truc qui me paraît aussi important de dire, c'est que, nous les mentors, les coachs, tout ce les guides, tous les noms qu'on peut nous donner, on n'est pas des gourous et ça me paraît tellement important parce qu'on a tellement, les j'ai enfin, moi, la première chose que je dis, c'est que je dis une chose qui est ma vérité et c'est pas pour ça que ça va être la tienne ou que ça va être celle de Pierre, de Paul, de Jacques et de qui tu veux. Mais sois rebelle et va chercher la tienne de vérité par rapport à ce que je te dis et c'est ça me paraît tellement important. C'est pas l'esprit de contrariété, c'est l'esprit de vivre. C'est vraiment d'aller ressentir et d'aller savoir ce qui est vrai pour toi ou pas et ça me paraît, c'est dans ce chemin de développement qui peut faire peur, pour moi, ça, c'est la lumière. C'était, moi quand j'ai débuté, c'était une de mes grandes peurs.
Le gourou. Alors en plus, c'est un mot qui est pas joliment choisi chez nous parce que le Mmh. gourou, dans d'autres sociétés, c'est le mentor. Ouais, Et chez nous, c'est ce chef de secte, oui. qui a donc pris, qui fait un abus d'autorité sur quelqu'un. Et moi, je me souviens que mes copines, au début, me disaient, mais enfin, elles le croyaient vraiment, c'était pas de la blague, que j'étais partie dans une secte. Ma famille l'a longtemps cru. Bah, je leur ai demandé, en fait, à quel moment je reversais, mon chiffre d'affaires à une entreprise qui n'était pas la mienne. Ben, donc non, il y a pas de secte là. Il y a personne qui me demande, de contribuer si je n'en ai pas envie. Enfin, c'est important aussi de remettre ça en mots de quoi est-ce qu'on a peur derrière? Est-ce qu'on a peur que nous aussi on soit endoctrinés à un moment? Est-ce qu'on a peur parce que ça vient réactiver des mémoires passées? Et moi j'accompagne des femmes donc à déployer leur potentiel d'accompagnement et je leur dis toujours, je me souviens leur avoir dit il y a pas longtemps, je leur transmets des protocoles qui sont les miens parce qu'au début c'est important d'avoir un repère quand on n'en a Mmh. aucun. Et moi j'en ai pas eu, j'ai trouvé ça très difficile au départ d'aller tout le temps en quête de sa propre, démarche à soi. Mais je leur dis: «Le jour où vous allez être pleinement vous-même, c'est le jour où vous allez vous éloigner de ce protocole». Mmh. Et moi je ne veux pas, je leur dis: «Je veux pas former des clones. Je veux que vous ayez votre propre chemin, votre propre façon de faire votre soin, votre propre façon d'accompagner et quand on en est là, ben, c'est que ça y est, vous vous êtes trouvés, en fait. Vous n'êtes plus en train de suivre ma méthode parce qu'à un moment je vous l'ai transmise, mais vous êtes en train de suivre la vôtre parce que c'est Mmh. ça votre vérité. Et il y a une nuance qui est pas évidente dans, comment est-ce que je me défais d'une loyauté d'une personne qui a été mon mentor à un moment, Mmh. mais qu'en fait je vais vers ma propre exploration personnelle et je m'autorise à faire différemment. Et ça pour moi c'est le chemin de la sorcière, de Mmh. sortir des codes de la société pour se dire: «OK, peut-être que l'extérieur voudrait que je fonctionne comme ça, mais moi à l'intérieur, ça me dit d'utiliser telle plante, ça me dit de mettre ma main là alors qu'en Reiki, on me demande de la mettre là. Ça me dit de prendre une huile essentielle alors qu'on m'a dit: «Non, non, non, surtout tu utilises pas d'huile essentielle pendant tes soins». Oui, mais c'est ta guidance à toi qui parle, en fait. Mmh. Et ça pour moi, c'est vraiment le point, culminant de: «OK, ça y est, je suis sur mon propre chemin» et c'est là que j'aime emmener les femmes dans leur pleine connexion à leur puissance, comme on le disait tout à l'heure. Mmh. C'est pas contre les personnes, c'est juste qu'à l'intérieur de moi, j'ai un autre message, j'ai un autre élan et je vais honorer ma propre guidance. C'est parfait, Rebecca. On arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie pour toute la valeur que tu as apportée ici. Est-ce que tu aurais une phrase qui t'accompagne, quelque chose qui t'est cher à nous transmettre en dernier moment du Mmh. podcast? Ça a été une phrase que j'ai longtemps utilisée sur mon site internet, une phrase d'Oscar Wilde qui dit: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». C'est parfait. Ça vient très bien clôturer ce podcast et je suis totalement d'accord avec Oscar. Complètement. Rebecca, je te remercie énormément. Merci à J'ai toi. vraiment appris beaucoup à ton contact. Je pense que ce podcast qui va être déposé et courant septembre va être, génial. Ça va éveiller beaucoup de conscience, en tout cas j'espère. Je te remercie beaucoup. Je remercie nos auditrices d'être arrivées jusqu'ici. Et je mettrai tous les liens pour pouvoir te retrouver sur les descriptions du podcast. Et Rebecca et moi, on mérite un beau 5 étoiles et plein de jolis petits commentaires avec des cœurs, tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup et belle journée à tous.